Cette bataille ne dura qu'une seule heure. Mais cette heure noya dans le sang la machine de guerre la plus sophistiquée de l'Antiquité et changea à jamais le cours de l'histoire humaine. Pendant 150 ans, la phalange macédonienne fut considérée comme un monstre immortel. Elle broyait des empires et effaçait des villes de la carte. Il semblait impossible de détruire sa géométrie de mort. Pourtant, en cette journée torride, au pied du mont Olympe, l'impensable se produisit. La grande armée des héritiers d'Alexandre ne fut pas seulement vaincue, elle fut éviscérée et humiliée. Vous découvrirez comment le destin d'une civilisation entière ne fut pas scellé par la manœuvre géniale d'un commandant, mais par un hasard absurde, presque honteux, impliquant un animal en fuite. Nous raconterons pourquoi les Romains, que les Grecs considéraient comme de sales barbares, transformèrent le champ de bataille en un abattoir où l'honneur n'avait pas sa place, remplacé par la cruauté chirurgicale des bouchers. Pourquoi un roi illustre, paniqué, arracha ses insignes et cacha son or, pendant que son élite se faisait empaler sur les épées. Comment un ordre parfait se mua en un chaos sanglant. Et pourquoi les vainqueurs regardèrent les vaincus non avec respect, mais avec le mépris froid des pillards. Regardez jusqu'au bout pour voir le moment où le noble monde antique mourut, pour laisser naître l'empire cynique dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de héros. C'est l'histoire d'une meute de loups déchiquetant un lion. La terre tremble. Ce n'est ni une métaphore, ni une exagération artistique. C'est un fait physique. 70 000 paires de pieds, ferrés de fer et de bronze, frappent le sol sec et pierreux de la Grèce. Un rythme qui fait vibrer les dents. Inspiration, expiration, cliquetis, silence. De nouveau le cliquetis. Imaginez que vous y êtes, par une journée torride de juin de l'an 168 avant notre ère, alors que le soleil est au zénith et transforme les armures en fournaise. La poussière encrasse les poumons, un goût de cuivre sur les lèvres, l'odeur de la sueur de milliers d'hommes qui savent qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux mourront. Mais ce n'est pas la mort qui inspire la peur. La peur vient de ce qui approche par le nord. Regardez l'horizon. Ce que vous voyez ne ressemble pas à une armée au sens habituel. Ce n'est pas une foule d'hommes armés. C'est un organisme unique, gigantesque, couvert d'écailles de bronze polies et hérissé d'aiguilles, chacune plus longue qu'une voiture. C'est la phalange macédonienne. La machine à tuer la plus parfaite, la plus meurtrière et la plus impitoyable que le monde antique ait jamais créée. Pendant un siècle et demi, ce hérisson de bronze n'a connu aucune défaite. Il a broyé des empires, rayé des villes de la carte et forcé des rois à plier le genou à la simple vue de cette forêt de piques à l'horizon. Il semblait que la clé de la victoire absolue avait été trouvée pour toujours. Il semblait que la guerre était passée d'un massacre chaotique à une science exacte, où la géométrie de la formation garantissait le triomphe. Pourtant, c'est ici, au pied du mont Olympe, en ce jour précis, que l'impossible va se produire. La plus grande machine de guerre de l'Antiquité sera anéantie. Et non pas après des années de campagne épuisantes ou des mois de siège. Elle sera réduite en poussière en moins d'une heure. Comment est-ce possible? Voilà une énigme sur laquelle les historiens se penchent depuis 2000 ans. Comment un ordre parfait peut-il perdre? Comment un mur impossible à percer s'effondre-t-il non sous le coup d'une masse, mais sous celui d'une multitude de petits marteaux? Comment la tactique géniale qui a permis à Alexandre le Grand de conquérir la moitié du monde s'est-elle soudainement transformée en un piège mortel pour ses héritiers? La réponse à cette question est effrayante de simplicité. Ce jour-là, le 22 juin 168, sur le champ de bataille de Pydna, ce ne sont pas simplement deux armées qui se sont affrontées. Deux philosophies se sont heurtées, deux époques.
et l'une d'elles devait mourir pour laisser place à l'autre. Écoutez ce son. Vous entendez? C'est le sifflement de la sarisse fendant l'air. 6 mètres de frêne sélectionnés, couronnés d'une lourde pointe de fer. Lorsque les 16 rangs de la phalange abaissent simultanément leurs lances en position de combat, le ciel s'assombrit. Ce n'est pas de la poésie, c'est de l'optique. La densité des pointes au mètre carré est telle que l'ennemi ne voit pas des hommes devant lui, mais un mur d'acier continu. Vous ne voyez pas les yeux du soldat qui va vous tuer. Vous ne voyez pas son visage. Il se trouve à 5, voire 6 mètres de vous, bien à l'abri derrière le dos de ses camarades. Vous ne combattez pas un homme. Vous combattez une fonction mathématique. Et cette fonction est réglée sur une seule chose: écraser la vie. L'historien Polybe, un homme qui a vu cela de ses propres yeux, a écrit qu'il n'y avait pas de spectacle plus terrible et en même temps plus majestueux qu'une phalange à l'attaque. Réfléchissez au mot « terrible ». Ce n'est pas un poète impressionnable qui parle, mais un pragmatique endurci, un expert militaire. Le consul romain Paul Émile, un vétéran ayant traversé des dizaines de batailles, un homme dont les mains étaient couvertes jusqu'au coude du sang des ennemis de la République, a avoué plus tard que lorsqu'il vit cette forêt de lances, il fut saisi d'effroi. Un effroi frisant la panique. Si même un général aguerri, en voyant cela, sentait son dos se glacer, que devait ressentir le simple soldat en première ligne? Auriez-vous pu rester sur place en voyant avancer vers vous un rouleau compresseur implacable, pesant des centaines de tonnes, sachant que votre bouclier était inutile et votre épée trop courte pour atteindre l'ennemi? C'était là le grand secret de la phalange. Elle tuait avant même le premier coup. Elle brisait la volonté. La pression psychologique était si monstrueuse que les armées s'enfuyaient avant même que les lances ne touchent les armures. C'était la victoire de la technologie sur la bravoure. Peu importe votre force, peu importe votre virtuosité à l'épée. Si vous ne pouvez pas approcher l'adversaire à moins de 5 mètres, vous êtes mort. Vous êtes une statistique. La phalange transformait la guerre en chaîne de montage. Aucun héroïsme, aucun duel. Juste un pas cadencé, le bruit des os qui se brisent et un mouvement inexorable vers l'avant. Un pas, une frappe. Un pas, une frappe. C'était un système parfait, un monolithe. Pendant 150 ans, le monde a vécu dans l'ombre de ce monolithe. Des rives du Nil aux montagnes de l'Hindou-Kouch, les rois copiaient cette tactique, croyant que celui qui avait les lances les plus longues et la formation la plus dense possédait le monde. C'était un dogme, une axiome ne nécessitant aucune preuve. Les rois macédoniens, héritiers d'Alexandre, regardaient le reste du monde comme des barbares jouant à la guerre. Ils croyaient en l'immuabilité de leur tradition, comme ils croyaient au lever du soleil. Leur formation était impeccable. Leur discipline était absolue. Leur confiance en leur propre supériorité était sans limite. Et c'est là que résidait leur principale vulnérabilité. Ils avaient oublié qu'à chaque action parfaite correspond une réaction tout aussi parfaite. Ils avaient oublié que la guerre n'est pas un jeu d'échecs où les pièces se déplacent sur des cases strictement définies. Ils étaient tombés tellement amoureux de leur formation idéale qu'ils n'avaient pas remarqué que le monde avait changé. Pendant qu'ils astiquaient leurs boucliers de bronze et entraînaient leurs soldats à marcher au pas, à l'ouest, par-delà la mer, naissait une force qui se moquait de la beauté de l'alignement. Une force qui ne respectait pas les traditions, mais le résultat. Une force prête à vaincre salement, cruellement et efficacement. Ce mur de lance semblait éternel et indestructible jusqu'au moment où apparurent à l'horizon des hommes prêts à mourir sans suivre les règles. Des hommes qui avaient transformé la guerre d'un art noble en un artisanat sanglant. Pour comprendre comment ce colosse s'est effondré, il faut rembobiner le film du temps. Il faut retourner à l'époque où la Macédoine n'était pas la maîtresse du monde,
mais la risée des Grecs civilisés. Un pays de bergers vêtus de peaux de chèvre, éternellement battus par leurs voisins. C'est là, dans la tête du roi borgne Philippe II, qu'est née l'idée qui a transformé la guerre d'une rixe sanglante en mathématiques froides. Philippe n'était pas un romantique. C'était un ingénieur de la mort. Il regarda ces paysans maladroits qui n'avaient pas d'argent pour des armures coûteuses et comprit une chose simple. Le meilleur moyen de survivre au combat est de tuer l'ennemi avant qu'il ne puisse vous atteindre. Ainsi naquit la sarisse. Oubliez tout ce que vous savez sur les lances. La sarisse n'est pas une lance. C'est une arme de siège tenue par un homme. Imaginez une hampe en bois de cornouiller de 6 mètres de long. 6 mètres. C'est la hauteur d'une maison de 2 étages. Prenez un balai en main. Facile ? Maintenant, imaginez que ce balai pèse plus de 6 kilos et que son centre de gravité est décalé de manière à ce que vous ne puissiez le tenir qu'à 2 mains en utilisant un système complexe de contrepoids. Ce n'est pas une arme de duel. On ne peut pas faire d'escrime avec ce truc. On ne peut pas se retourner. Si vous êtes seul dans un champ avec une sarisse, vous êtes une proie facile. Mais Philippe a inventé un système où 1 ne signifie rien. Le génie de la phalange macédonienne résidait dans le renoncement total, absolu, à l'individualité. C'était la première tentative de l'histoire de créer un automate de chair et de sang. Le soldat dans la phalange cessait d'être une personne. Il n'avait aucun droit à l'initiative. Il n'avait aucun droit à l'exploit. Sa tâche était d'une simplicité nauséabonde. Tenir la formation et abaisser la sarisse sur ordre. Cela fonctionnait avec une efficacité effrayante. Imaginez que vous soyez dans les premiers rangs de l'armée ennemie. Vous êtes brave, vous êtes fort, vous voulez vous battre. Mais entre vous et les Macédoniens, il y a une zone de mort large de 5 mètres. Les 5 premiers rangs de la phalange pointent leurs lances vers l'avant. Cela signifie que sur chaque soldat ennemi sont braqués simultanément 10 pointes acérées comme des rasoirs. Tenter de traverser cela revient à essayer de courir à travers une moissonneuse batteuse en marche. Vous ne pouvez pas frapper le Macédonien, car il est physiquement hors de portée. Il se tient loin, derrière une palissade de bois et d'acier, et vous pique méthodiquement au visage, à la gorge, à l'aine non protégée. C'était un meurtre sans risque. Un abattage industriel de bétail. Les Macédoniens croyaient en la géométrie de la formation comme des fanatiques croient aux Écritures saintes. C'était une guerre vecteur et d'angle. Philippe, puis son fils Alexandre, poussèrent l'entraînement jusqu'à l'absurde. Les paysans qui gardaient les moutons la veille apprenaient maintenant à marcher, respirer et tuer dans un rythme unique. La synchronisation des actions de 16 000 hommes créait un grondement qui faisait trembler les genoux des ennemis avant même le début du combat. Tenir la ligne! Voilà le commandement principal. Tant que la ligne est intacte, la phalange est immortelle. Les boucliers, suspendus à des courroies au cou, se chevauchaient, créant une toiture de bronze continue. Les sarisses des rangs arrière, levées à différents angles, non seulement protégeaient des flèches en brisant leur énergie cinétique, mais créaient aussi l'aspect surréaliste d'une forêt en mouvement. C'était la victoire du système sur le chaos. Les hoplites grecs, habitués aux escarmouches héroïques, se brisaient contre ce mur. Les immortels perses s'empalaient sur les pics comme des insectes sur les épingles d'un entomologiste. Alexandre le Grand a marché avec cette machine jusqu'en Inde, non pas parce que ses soldats étaient les meilleurs combattants en duel, non. Il a vaincu parce qu'il a transformé ses hommes en rouages d'un mécanisme impeccable. Une manœuvre géniale pour un général est toujours un renoncement à l'humanité pour le soldat. Vous n'êtes plus Ivan ou Pierre, ou pour parler de cette époque, Amintas ou Ptolémée. Vous êtes l'unité de combat numéro 3042. Si vous tombez, votre camarade du rang arrière enjambera simplement votre cadavre et prendra votre place.
le mur se reformera instantanément. Mais toute perfection a un prix. Et le prix de la phalange était élevé. Cet instrument a été créé pour un scénario précis. Une bataille sur une plaine large et plate comme une table. La phalange est un train lancé sur des rails. Il est incroyablement puissant tant qu'il avance tout droit. Mais essayez de faire tourner un train à angle droit, sans rails. Essayez de le faire rouler dans un marais ou sur des collines rocailleuses. Dans leur orgueil, les héritiers d'Alexandre ont oublié que le monde n'est pas plat partout. Ils ont tellement cru en la mathématique de la guerre qu'ils ont cessé de voir l'évidence. Leur machine idéale était un monstre pâteau. Elle exigeait des conditions parfaites. Elle exigeait que l'ennemi soit assez stupide pour attaquer de front. Des siècles de victoire ont joué un mauvais tour aux Macédoniens. Ils ont figé le progrès. Pourquoi changer quelque chose si l'on est déjà le maître de l'univers? Pourquoi inventer du nouveau si la Saris des ancêtres fonctionne sans faille? Pendant qu'à l'est les rois rivalisaient sur la longueur des lances et la splendeur des plumages, à l'ouest, dans la boue et le sang de guerre sans fin pour la survie, naissait une force tout à fait différente. Une force pour laquelle la guerre n'était pas des mathématiques, mais une sélection darwinienne. Là-bas, dans la péninsule Apennine, personne ne connaissait la géométrie de Philippe. Là-bas, on ne connaissait qu'une règle. Ce n'est pas celui qui se tient le plus joliment dans les rangs qui gagne, mais celui qui s'adapte le plus vite à la douleur. Et ces loups de l'Ouest aiguisaient déjà leur croc en regardant les moutons gras et satisfaits du monde hellénistique. Ils ne venaient pas pour défiler, ils venaient pour tuer. Et ils apportaient avec eux une nouvelle loi de la guerre, dans laquelle il n'y avait pas de place pour la noble phalange. Qui étaient donc ces hommes qui ont osé défier les héritiers d'Alexandre? Pour les Grecs raffinés et éduqués, habitués à citer Homère et à discuter des subtilités de la philosophie sous des portiques frais, la réponse était évidente et méprisante. Des barbares. Des paysans italiens sales et frustes, qui sentaient l'ail et le fumier, et non les parfums. Des parvenus qui gardaient encore les cochons hier sur les 7 collines, pendant qu'à Alexandrie, on construisait des phares et des bibliothèques. L'aristocratie macédonienne regardait les Romains avec le même dégoût qu'un seigneur héréditaire regarde un bandit chanceux ayant acheté le domaine voisin. Et ce fut leur erreur fatale, catastrophique, car ces bandits apportaient avec eux ce que le monde hellénistique vieillissant avait perdu depuis longtemps, une faim bestiale et une efficacité absolue, glaciale. Les Romains n'étaient pas des chevaliers. Oubliez les contes romantiques sur la noblesse de l'Antiquité. Si les Macédoniens jouaient à la guerre comme aux échecs, savourant la beauté des combinaisons, les Romains abordaient la guerre comme un travail d'assainissement. Un travail sale, dur, mais nécessaire, qu'il faut accomplir rapidement et qualitativement pour rentrer dîner à la maison. Ils furent les premiers vrais pragmatiques de la mort dans l'histoire, des ingénieurs de la destruction. Le beau geste ne les intéressait pas. Ils se moquaient de l'apparence qu'aurait leur victoire dans un poème épique. Seul le score final au tableau les intéressait. L'ennemi mort, la ville brûlée, les esclaves dans les fers. Point final. Regardez leurs visages. On n'y trouve pas la mollesse orientale. Ce sont des visages sévères, burinés, de gens qui ont grandi dans un monde où la vie ne vaut pas cher et où l'erreur coûte tout. La République romaine de cette époque est un État loup, une meute prédatrice qui a compris une vérité simple. Dans ce monde, soit tu manges, soit tu es mangé. Il n'y a pas de troisième option. Et ils ont décidé que le rôle de victime ne leur convenait pas. Ils ont rejeté tout le superflu, tout ce pathos hellénistique, les ornements en or sur les armures, les rituels complexes avant le combat. Tout cela a fini à la poubelle. Il ne restait que la fonctionnalité brute. La phalange hellénistique était un monument à la vanité des rois. Elle exigeait d'énormes ressources,
des conditions idéales et des sujets obéissants. La Légion romaine était la réponse du citoyen libre aux défis d'un monde hostile. C'était une structure construite non sur l'obéissance aveugle, mais sur l'initiative. Pensez à ce contraste. Dans la phalange, le soldat est une brique dans le mur. Si la brique veut faire preuve d'initiative, le mur s'effondre. Dans la Légion, le soldat est un neurone dans le cerveau. La machine militaire romaine était flexible, elle était vivante. Si l'armée macédonienne était un monolithe, l'armée romaine était un liquide. De l'eau qui peut couler doucement ou frapper avec la force d'un tsunami. Ou, si vous préférez une métaphore plus sombre, ils étaient du mercure. Lourds, toxiques et capables de s'infiltrer dans n'importe quelle fissure. Ils ont divisé leur armée en petites unités tactiques, les manipules. Ce mot se traduit par poignée, une poignée d'hommes, un petit détachement capable d'agir de manière autonome. Pendant que l'officier macédonien attendait le messager avec l'ordre du roi situé à l'autre bout du champ, le centurion romain prenait déjà une décision, changeait de position et attaquait l'ennemi de flanc. C'était une révolution des consciences. Les Grecs considéraient cela comme de la barbarie et un manque de discipline. « Comment peut-on se battre sans une ligne unie ?» demandait-il. Les Romains répondaient par un coup d'épée courte sous les côtes. Ils ont apporté sur le champ de bataille le concept du chaos organisé. Ils ont compris que le plan de bataille ne vit que jusqu'au premier affrontement. Et au lieu d'essayer de maintenir un ordre parfait, ils ont créé un système qui se nourrit du chaos. La Légion ne craignait pas les brèches dans les rangs. La Légion créait elle-même ces brèches, attirant l'ennemi dans des pièges, le broyant morceau par morceau. Les Macédoniens étaient fiers que leur grand-père ait conquis l'Asie. Les Romains n'étaient pas fiers du passé, ils avaient peur de l'avenir. Et cette peur les rendait incroyablement dangereux. Ils se battaient avec le désespoir de bêtes acculées, même lorsqu'ils avançaient. Dans leur philosophie, la notion de défaite honorable n'existait pas. Il n'y avait que la victoire ou la mort. Si la phalange échouait, le roi pouvait négocier la paix, payer un tribut et garder son trône. Si la Légion perdait, Rome enlevait simplement une nouvelle et revenait pour finir ce qu'elle avait commencé. Cette totalité de la guerre, cette volonté d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'anéantissement complet de l'adversaire, était étrangère au vieux monde. Imaginez la rencontre entre un loup et un pur sang. Le pur sang est magnifique, ses muscles jouent sous sa peau lustrée. Il est dressé à la haute école d'équitation. Le loup a l'air pelé, il est plus petit. Il ne semble pas représenter une menace pour une telle montagne de muscles. Mais le pur sang est entraîné pour le manège. Le loup est entraîné pour survivre dans la forêt. Et lorsqu'ils se rencontrent en terrain neutre, où il n'y a ni juge ni règle, l'issue est décidée non par la taille ou la beauté, mais par l'instinct de tueur. Les Romains étaient ces loups de l'Ouest. Ils regardaient les armures dorées des Macédoniens non avec révérence, mais avec l'avidité du pillard. Ils voyaient devant eux non pas les héritiers du divin Alexandre, mais simplement un nouvel obstacle sur la route de la domination. Un peuple de plus qu'il fallait briser, digérer et intégrer aux fondations de leur empire grandissant. Ils apportaient avec eux un nouvel ordre. Mais cet ordre ne naissait pas dans le silence des bureaux, mais dans les cris des blessés et les râles des mourants. Leurs armes étaient primitives, leur tactique semblait grossière. Mais derrière cette grossièreté se cachait l'intelligence d'un prédateur qui avait appris pendant des années à chasser des proies plus grosses que lui. Et le plus effrayant pour la Macédoine était que ce prédateur n'apprenait pas dans les livres. Il apprenait par la douleur. Chaque détail de l'équipement romain, chaque manœuvre de leur tactique avait été payé par des litres de leur propre sang lors de batailles précédemment perdues. La machine militaire romaine
n'a pas été créée par un génie inventeur dans le silence d'un cabinet. Elle n'est pas descendue du ciel comme une révélation divine. Elle a été forgée dans l'enfer des défaites. Chaque élément de l'équipement du légionnaire est une cicatrice. C'est le souvenir de la façon dont quelqu'un a un jour tué un Romain et dont les survivants ont dit « Parfait, maintenant nous ferons pareil, mais en mieux ». Les Romains furent les plus grands voleurs de l'histoire militaire. Ils ont volé le bouclier aux Samnites, ils ont copié l'épée aux Espagnols, ils ont repris la formation aux Étrusques. Ils n'avaient pas d'orgueil d'auteur, ils n'avaient que l'obsession de la survie. Et cette obsession a engendré l'arme de corps à corps la plus terrible que le monde antique ait vue. Regardez le pilum. À première vue, un javelot ordinaire, un bâton lourd avec une pointe en fer. Mais le diable, comme toujours, se cache dans les détails du calcul technique. Cette arme n'est pas simplement un moyen de tuer, c'est un passe-partout pour la défense ennemie. Sa pointe était fixée à la hampe par une longue tige de fer doux, non trempée. Pourquoi faire une arme en métal mou? Cela semble absurde, mais c'était un cynisme génial. Lorsque le pilum frappe le bouclier de l'adversaire, il perce le bois et le cuir, et ensuite opère la magie de la physique. Sous le poids de la longue hampe, la tige molle plie. Le fer se déforme. Le javelot pend au bouclier comme un poids mort. Impossible de l'arracher, il est tordu. Pas le temps de le couper en plein combat. Et voilà le phalangite macédonien face à un choix terrible. Jeter son bouclier et rester nu face aux épées romaines, ou essayer de se battre avec un lourd bâton ballottant sur son bouclier qui s'en mêle dans ses jambes et brise son équilibre. Le pilum était à usage unique. On ne pouvait pas le renvoyer sur les Romains. Il faisait son travail et mourait avec la protection ennemie. Ce n'était pas un duel, c'était du sabotage. Et maintenant, regardez ce qui suivait la pluie de pilum. Le glaive. L'épée courte espagnole. Pour un homme habitué aux longues lames tranchantes des barbares ou aux siffaux grecs élégants, le glaive ressemblait à un tronçon laid. Un demi-mètre d'acier seulement, large, lourd, dénué de grâce. Mais ce n'était pas l'épée d'un héros, c'était le couteau d'un boucher. Les Romains ont compris une vérité simple qui échappait aux autres. Dans l'étroitesse d'une mêlée de masse, quand les corps sont pressés au point qu'on ne peut respirer, une longue épée est inutile. Vous n'avez pas la place de l'armée. Vous n'avez pas la place de vous retourner. Le glaive n'avait pas besoin d'être levé pour frapper. Il ne servait pas à trancher, il servait à piquer. Un coup d'estoc court et sec derrière le bouclier. 5 cm d'acier dans le ventre, 3 cm dans l'aine. Un coup dans l'artère fémorale. On apprenait aux Romains à ne pas regarder l'ennemi dans les yeux, mais à regarder la boucle de sa ceinture. Frapper de bas en haut. Le glaive traversait les côtes et les poumons sans nécessité d'élan. Pendant que le barbare levait son énorme épée pour un coup héroïque, le légionnaire avait le temps de le tuer 3 fois. C'était une chirurgie de la violence, sale, rapide et incroyablement efficace. Mais l'arme principale de Rome n'était pas le fer. L'arme principale était la structure. La Légion était un organisme capable de régénération en plein combat. Souvenez-vous de la phalange. C'est un mur. Si l'homme du premier rang est fatigué, il ne peut pas partir. Il doit rester debout et mourir jusqu'à épuisement de ses forces. Les Romains, eux, ont inventé le système de rotation des lignes. Imaginez le combat comme une chaîne de production. Les centurius du premier rang ne combattent que quelques minutes. Une explosion d'adrénaline, une mêlée furieuse, une tension maximale des forces. Dès que les muscles commencent à se gorger d'acide lactique et que le souffle se coupe, le sifflet du centurion retentit. Les rangs s'ouvrent. Les combattants fatigués glissent vers l'arrière, à l'abri, en sécurité,
où ils peuvent reprendre leur souffle et boire de l'eau. Et à leur place, frais, pleins de force et de colère, sortent les combattants de la deuxième ligne. Pour l'ennemi, c'était un cauchemar sans fin. Imaginez, vous vous battez depuis une demi-heure, vos bras sont de plomb, l'épée semble impossible à soulever, la sueur inonde vos yeux. Et devant vous, toutes les 15 minutes, apparaît un nouveau tueur reposé. Vous vous battez contre une hydre dont les forces ne s'épuisent jamais. La Légion broyait l'adversaire moins par l'habileté que par l'endurance du système. Elle épuisait physiquement et brisait psychologiquement. L'ordre de bataille romain s'appelait le quinconce, un ordre en échiquier. Les manipules ne se tenaient pas en un mur continu, mais avec des intervalles. Pour un stratège grec, cela ressemblait à un suicide. « Regardez, ils ont des trous dans leur formation. »« Nous allons les détruire, » pensait-il. Mais ces trous n'étaient pas une erreur. C'étaient des pièges. La Légion respirait. Elle pouvait se contracter et se détendre. Si l'ennemi pressait trop fort, le manipule reculait, attirant l'adversaire dans un sac où il était attaqué de flanc par les détachements voisins. La souplesse contre la rigidité, les charnières contre le monolithe. La Légion prospérait là où la formation s'effondrait. Le chaos, le terrain accidenté, les buissons, les ravins, le combat nocturne, tout ce qui était mortel pour la phalange était l'élément naturel de la Légion. Là où le phalangite se perdait en étant séparé de l'épaule de son camarade, le légionnaire se sentait maître de la situation. Chaque soldat, de la dernière recrue au primipile, connaissait sa place et sa tâche. C'était une armée où l'initiative des officiers subalternes était encouragée et non punie. Si un centurion voyait une opportunité de frappe, il n'attendait pas l'ordre du général. Il agissait. C'est cette machine de mort, cabossée, ayant appris ses leçons sur ses propres fractures, cynique et méchante, qui se tenait maintenant face à la splendeur rayonnante des Macédoniens. Les Romains n'avaient pas l'air beaux. Leurs armures étaient disparates, leurs boucliers rayés par des centaines d'escarmouches. Mais ils étaient prêts. Ils savaient que la beauté ne sauve pas de l'acier. Ils savaient que l'histoire ne s'écrit pas avec de l'encre, mais avec le sang des vainqueurs. Et ils avaient apporté avec eux assez d'encre pour écrire un nouveau chapitre. Un chapitre où le vieux monde n'aurait plus sa place. Le 22 juin 168 avant notre ère. Retenez cette date. C'est le jour où l'horloge de l'histoire s'est figée pour, un instant plus tard, commencer le décompte d'une nouvelle ère. Nous sommes au pied du mont Olympe. Les dieux eux-mêmes regardent en bas, vers l'étroite bande de terre entre la mer et les rochers, où les deux plus grandes puissances de leur temps se sont figées dans une attente mortelle. L'air ici n'est pas simplement chaud, il est épais comme du sirop. La chaleur est telle qu'on a l'impression que l'air lui-même fond. Les grillons assourdissent par leur chant, couvrant le cliquetis des armes. Mais le plus bruyant est le silence. Le silence avant la tempête, qui fait éclater les tympans. D'un côté du champ se tient Persée, roi de Macédoine, héritier de la dynastie des Antigonides. Regardez-le, il brille. Son armure est incrustée d'or, son manteau est teint de la pourpre tyrienne la plus chère. Il est jeune, ambitieux et absolument, inébranlablement sûr de sa victoire. Pourquoi ne le serait-il pas? Derrière lui, 40 000 hommes. Derrière lui, une tradition qui n'a pas connu d'échec depuis un siècle et demi. Persée regarde le camp romain du haut de sa grandeur et ne voit qu'un ramassis de barbares qui ont osé souiller la terre sainte de l'Hélade. Pour lui, cette bataille n'est pas simplement une défense des frontières, c'est une démonstration. Il veut montrer au monde que la Macédoine est toujours hégémonique,
que le lion peut encore déchiqueter le loup. Il croit en sa phalange invincible, comme un fanatique religieux croit au miracle. Pour lui, la guerre est un rituel où la formation correcte garantit la grâce des dieux. En face de lui, dans la poussière et la boue, se tient un homme d'une toute autre trempe. Lucius Aemilius Paulus, ou Paul-Émile. Il a déjà plus de 60 ans. Pour le monde antique, c'est un vieillard. Son visage est sillonné de rides. Chaque cicatrice sur son corps est une géographie des guerres romaines. Il ne porte pas d'or. Il porte de l'acier et de l'expérience. C'est un consul, élu par le peuple de Rome dans un seul but: finir cette guerre. Paul-Émile n'est pas un romantique. C'est un réaliste cynique qui a vu trop de morts pour croire aux beaux gestes. Il regarde l'armée macédonienne, et savez-vous ce qu'il ressent? La peur. Plus tard, après la bataille, quand le vin délie sa langue, ce vieux tueur endurci avouera à ses proches: « J'ai commandé dans de nombreuses batailles, mais jamais de ma vie, je n'ai vu quelque chose de plus terrible et effrayant que la phalange macédonienne. » Réfléchissez à ces mots. Ce n'est pas une recrue ayant mouillé son pantalon qui parle. C'est un homme qui prenait la guerre au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Paul-Émile regarde cette forêt de 20 000 sarisses, ce mur étincelant de boucliers, et ses entrailles se serrent. Il comprend. Si cette machine frappe ses légions en rase campagne, Rome n'a aucune chance. Aucune. Ses légionnaires seront empalés sur les pics comme de la viande sur des brochettes. Son génie tactique sera écrasé par une masse brute et implacable. C'est un duel de nerfs. Deux généraux, deux mondes, se regardent dans les yeux à travers le vide qui les sépare. Le No Man's Land. Persée attend. Il a besoin d'une attaque. Il a besoin que les Romains, dans leur fureur barbare, se jettent sur ses lances. Il a pris une position idéale dans la plaine. Il a placé ses pièces sur l'échiquier et attend que l'adversaire fasse un coup stupide. Mais Paul-Émile ne bouge pas. Le vieux loup est trop rusé pour tomber dans le piège. Il maintient ses troupes sur les hauteurs, sur un terrain accidenté où la phalange ne peut se déployer. Il gagne du temps. Le soleil rampe dans le ciel, brûlant la patience des soldats. L'eau dans les gourdes chauffe. Les mouches entrent dans les yeux. La tension monte à chaque minute. Les légionnaires grognent. Ils veulent se battre. Ils ne comprennent pas pourquoi leur général hésite. « Pourquoi restons-nous là? Nous sommes des Romains. Donnez-nous l'ordre !» lit-on dans les yeux des jeunes centurions. Mais Paul-Émile reste immobile comme un rocher. Il le sait. Un mauvais ordre, une erreur de timing, et son armée sera anéantie. Il attend que le soleil commence à frapper les Macédoniens dans les yeux. Il attend que la soif pousse l'ennemi à l'erreur. Imaginez cette atmosphère. Des dizaines de milliers d'hommes, tendus comme des ressorts. Testostérone, peur et haine se mélangent en un cocktail explosif. Ce n'est pas une partie d'échecs dans une salle fraîche. C'est un baril de poudre dont on a approché une allumette. Persée méprise Paul-Émile pour sa lâcheté. Paul-Émile méprise Persée pour sa présomption. La vieillesse contre la jeunesse. L'expérience contre la tradition. L'esprit souple contre le dogme rigide. Paul-Émile comprend qu'il ne peut pas vaincre la phalange dans un combat loyal. Il a besoin du chaos. Il a besoin que la formation se brise. Il a besoin d'un miracle ou d'une erreur. Et il est prêt à attendre cette erreur aussi longtemps qu'il le faudra. Il regarde les lignes parfaites des Macédoniens et cherche la moindre fissure, le moindre soupçon de faiblesse. Mais il n'y en a pas. Le mur est monolithique. Le bronze brille. Les lances ne tremblent pas.
Il semblait que cette journée se terminerait sans rien, que le soleil se coucherait et que les armées retourneraient dans leur camp pour continuer ce face-à-face le lendemain. Les généraux continuaient de tracer des schémas et de donner des ordres de retenue. Les stratèges des deux camps tentaient de contrôler la situation, croyant que le sort des empires se décidait dans leur tête. Quelle arrogance, quelle naïveté. Ils avaient oublié qu'à la guerre, il existe une force plus puissante que la volonté des rois et des consuls. Sa majesté, le hasard. Le destin de Rome et de la Macédoine ne tenait qu'à un fil. Et ce fil ne devait être coupé ni par l'épée d'un héros, ni par une manœuvre géniale. L'histoire aime les mauvaises blagues. Alors que les grands esprits planifiaient la bataille du siècle, quelque part sur le flanc, près d'une petite rivière, se produisit un événement si insignifiant et ridicule qu'il est honteux de l'écrire dans les manuels. Mais c'est précisément lui qui déclencha une réaction en chaîne que plus personne ne put arrêter. Ni Persée avec son or, ni Paul-Émile avec son expérience. Le mécanisme de mort était armé et le doigt était déjà sur la gâchette. Tout ce qu'il fallait, c'était un cheval effrayé. Ou peut-être un mulet. Les détails se noient dans le brouillard du temps, mais l'essentiel reste inchangé. La plus grande tragédie de l'Antiquité ne commencera pas par un discours grandiloquent, mais par une bagarre stupide et insensée pour de l'eau. L'ironie de la guerre réside dans le fait que vous pouvez être un génie de la stratégie, vous pouvez avoir lu tous les traités sur la tactique, vous pouvez avoir passé des années à dresser vos soldats, mais au bout du compte, le destin de l'Empire sera décidé par un âne, ou un cheval, ou simplement la bêtise de quelqu'un. La grande bataille de Pydna, qui redessinera la carte du monde pour 1000 ans, n'a pas commencé au signal d'une trompette d'or. Elle n'a pas commencé par un discours pathétique du roi, ni par une manœuvre astucieuse du consul. Elle a commencé comme une bagarre d'ivrogne dans une taverne du port. Sauf qu'au lieu de bouteilles cassées, il y avait ici des javelots, et au lieu de videurs, les meilleures armées de l'Antiquité. Imaginez la scène. Milieu de journée, une chaleur insupportable. Les forces principales des deux armées restent dans leur camp, accablées par la chaleur et l'ennui. Les soldats ont retiré leurs armures. Certains dorment, d'autres nettoient leurs armes, d'autres jouent au dé. La guerre semble lointaine, remise à demain. Entre les deux camps, coule une petite rivière à peine vivante. C'est la seule zone neutre. Ici, vers l'eau, descendent les porteurs d'eau et les fourrageurs des deux côtés. Ce ne sont pas des combattants d'élite, c'est le personnel de service, les esclaves, l'infanterie légère. Ils se regardent avec haine, mais il n'y a pas d'ordre d'attaquer. Et c'est là que ça arrive. Selon une version, une mule du train romain, fatiguée, effrayée, ou ayant simplement décidé qu'elle en avait assez de la guerre, rompt son attache. L'animal se jette dans la rivière, soulevant une gerbe d'éclaboussures, et traverse vers la rive macédonienne. Les soldats romains responsables du train se lancent à sa poursuite en criant et en jurant. Pas pour la gloire de Rome, mais simplement parce que, pour une mule gouvernementale perdue, le centurion les écorchera vifs. Sur l'autre rive, ils sont accueillis par des Thraces, les féroces mercenaires du roi Persée. Ils voient une proie facile, quelques Romains stupides sans armure, dans l'eau jusqu'aux genoux. Ce n'est même pas un combat, c'est une mêlée. Quelqu'un a poussé quelqu'un, quelqu'un a frappé quelqu'un avec la hampe d'une lance, quelqu'un a sorti un couteau. Le premier sang tombe dans l'eau claire de la rivière, la teignant instantanément d'une couleur brun sale. L'un des Thraces tombe, la gorge tranchée. Ses camarades commencent à hurler. Le cri vole au-dessus de l'eau, atteignant les postes de garde. Effet domino en action. D'abord, des dizaines courent vers la rivière. « On bat les nôtres !» Ce cri fonctionne de la même manière dans une ruelle sombre et sur les champs de grande bataille. Les ligures romains
voyant qu'on égorge leurs camarades, saisissent leurs boucliers et, violant toutes les instructions imaginables, dévalent la pente. Du côté macédonien, des centaines de mercenaires courent déjà vers la rivière. 10 minutes plus tard, au bord de l'eau, ce n'est plus une petite escarmouche, mais un massacre sanglant et total, impliquant 1 millier d'hommes. L'air s'emplit non seulement de cris, mais aussi du sifflement des javelots. La poussière s'élève en colonne, cachant le soleil. Dans les états-majors, la confusion règne. Imaginez le visage de Paul-Émile lorsqu'il sort de sa tente sans casque ni tunique, entendant le grondement croissant. Il ne voit pas les rangs ordonnés qu'il avait prévus, il voit le chaos. Son plan s'effondre sous ses yeux. La bataille qu'il voulait repousser, la bataille qu'il voulait mener à ces conditions, commence maintenant, au moment le plus inopportun, pour la raison la plus ridicule. Mais la guerre est une inertie. Arrêter ce processus est déjà impossible. C'est comme essayer d'arrêter une avalanche en lui criant dessus. Une centaine en entraîne 1 millier. 1 millier entraîne une légion. Les officiers, voyant que leurs hommes s'engagent d'eux-mêmes dans le combat, sont forcés de courir après eux pour essayer de diriger ce bazar. Aux armes! En formation! Les ordres se noient dans le cliquetis du métal et le piétinement de milliers de pieds. Persée, voyant que les Romains sont engagés dans le combat près de la rivière, décide que c'est sa chance. Il pense que les dieux lui ont enfin envoyé la chance. Les Romains sont en bas, dans la dépression, près de l'eau. Ils sont désorganisés. Ils sont vulnérables. Le roi donne l'ordre fatal. La phalange, ce monstre endormi, commence à se réveiller. Avez-vous déjà entendu le son du mouvement de 20 000 hommes en armure complète? C'est le son d'un mouvement tectonique. La terre commence à vibrer si fort que les petits cailloux sautent. Les Macédoniens mettent leurs casques. Les boucliers se lèvent. Les sarrís s'abaissent. Un énorme serpent étincelant commence à ramper hors du camp, se déployant en ordre de bataille. Pour les Romains, ce moment fut un choc. Ils s'attendaient à une escarmouche pour une mule, et ils ont reçu un tsunami. Ceux qui se battaient près de la rivière virent soudain un mur s'élever au-dessus de la crête de la colline. Un mur continu de bronze et de bois, cachant l'horizon. Les rires et l'excitation de la bagarre firent instantanément place à une terreur glaciale. Les jeux étaient finis. La mort était arrivée. L'absurdité de la situation dépasse l'entendement. Le sort de la Méditerranée, l'avenir de la civilisation occidentale, la question de savoir quelle langue le monde parlera pendant les 2 millénaires suivants, tout cela se décidait maintenant à cause d'un animal en fuite. Aucun grand dessein, aucune partie d'échec, juste le hasard aveugle qui a saisi les généraux par le col et les a jetés dans le hachoir. Désormais, peu importe qui avait raison ou tort, peu importe à qui appartenait la mule, une seule chose compte. Le mécanisme de la guerre est lancé à pleine puissance. Le chaos a fait irruption dans les plans des stratèges, les déchirant en lambeaux. Paul-Émile, ce vieux renard sage, comprend que le contrôle est perdu. Il n'y a plus de tactique. Il n'y a que la réaction. Il saute sur son cheval, sans armure, en simple tunique, et galope le long de ses lignes, essayant de couvrir le bruit de la bataille. Ses yeux brûlent. Il sait que si ses légions flanchent maintenant devant la vue de la phalange qui se déploie, c'est la fin. Regardez comme l'image change vite. Il y a 5 minutes, c'était une calme journée d'été. Des grillons, la chaleur, une rivière paresseuse. Maintenant, c'est l'enfer. La poussière bouche le nez, se mélangeant à l'odeur du sang. L'eau de la rivière s'est transformée en une bouillie rouge dans laquelle pataugent les mourants. Et d'en haut, des collines, lentement, inexorablement, avec la grâce d'un gratte-ciel qui s'effondre, l'instrument de meurtre le plus parfait de cette époque avance sur les positions romaines.
la phalange arrive. Et elle n'a pas l'intention de s'arrêter avant d'avoir piétiné ces insolentes légions romaines dans la terre grecque. Le hasard est terminé. Le carnage a commencé. Et le voici, le moment de vérité. Le moment où la théorie percute la réalité. La phalange a frappé. Cela ne ressemblait pas à une attaque d'infanterie à laquelle les Romains étaient habitués. Cela ressemblait à la chute d'une montagne. Les premières lignes macédoniennes, les soi-disant boucliers de bronze, percutèrent les détachements avancés de la Légion, les Hastati, avec la force d'une presse hydraulique. Si vous n'avez jamais vu 16 rangs d'hommes soudés en un seul monolithe, pousser devant eux un mur de pieux acéré, votre imagination ne pourra pas peindre ce tableau. C'est la physique dans sa manifestation la plus cruelle. La masse multipliée par l'accélération égale de la chair appâtée sanglante. La ligne romaine n'a pas simplement pillé, elle a éclaté. Imaginez que vous êtes un légionnaire au premier rang. Vous voyez devant vous non pas un ennemi, mais une brosse infinie et ondoyante de sarrisse. Vous levez votre bouclier pour tenter de vous protéger, mais c'est inutile. Les lances ne frappent pas une par une, elles frappent par paquets. Une lance frappe le centre du bouclier, la deuxième le bord, la troisième votre épaule, la quatrième votre cuisse. Vous n'avez que 2 mains et un bouclier. Contre vous, 5 ou 6 pointes dirigées par des hommes hors de votre portée. Les Macédoniens avançaient en rythme, au son sourd des tambours ou simplement au cri rythmé de « Ah là là !» Un pas, une pique, un pas, une pique. Chaque pas de la phalange signifiait que l'armée romaine raccourcissait d'1 mètre. Les légionnaires, ces loups célèbres habitués à déchirer l'ennemi avec les dents, se retrouvèrent dans la position d'enfants impuissants. Leurs fameuses épées courtes, idéales pour la mêlée serrée, n'étaient ici que des morceaux de fer inutiles. Pour frapper l'ennemi, le Romain devait s'approcher tout près. Mais pour s'approcher tout près, il devait traverser 5 mètres d'une forêt continue de frênes et d'acier. C'était un massacre à sens unique. Les Romains tombaient par dizaines, embrochés sur les sarrisse comme des insectes dans la collection de naturalistes fous. Les corps s'empilaient, empêchant les vivants de reculer. Et la phalange les enjambait simplement, continuant son mouvement inexorable. Le bruit des os brisés couvrait le cliquetis du métal. Les hommes criaient non de rage, mais d'impuissance et de terreur. Mais les Romains n'auraient pas été des Romains s'ils s'étaient rendus sans combattre. Ce qui se passa ensuite, Plutarque et Polybe le décrivent avec des tremblements dans la voix. Ce furent des actes de désespoir suicidaires. Les légionnaires se jetaient sur les lances poitrine en avant pour les plier vers le sol par leur poids et donner une chance à leurs camarades de percer. Ils saisissaient les sarrisses à main nue, essayant de briser les hampes, et leurs paumes se transformaient en lambeaux sanglants, tranchés par les lames glissantes. Ils essayaient de couper le bois épais avec leurs épées, mais le frêne faisait ressort, et pendant que le légionnaire armait son bras pour un second coup, la lance voisine s'enfonçait déjà dans sa gorge. C'était un exploit, c'était de la folie, et c'était absolument inutile. La phalange ne ressentait pas la douleur. Si un Romain parvenait au prix de sa vie à briser une lance ou à tuer un phalangite, le suivant du rang arrière prenait immédiatement sa place. Le hérisson cicatrisait instantanément sa plaie et continuait de rouler vers l'avant. Le mur restait impénétrable. Sur la colline, observant ce cauchemar, se tenait le consul Paul Émile, un homme qui avait cru toute sa vie en l'acier romain et en la discipline. Maintenant, il voyait son monde s'effondrer. Ses vétérans, son élite, sa fierté, les Péliniens et les Marussins fuyaient ou mouraient, incapables d'infliger le moindre dégât à l'ennemi. Les historiens antiques ont conservé pour nous ce moment de faiblesse humaine poignante.
le consul de fer, le vieillard sévère qui ne montrait jamais d'émotion, déchira sa tunique à cet instant. C'était un geste de désespoir absolu, le geste d'une pleureuse aux funérailles. À ce moment-là, il en était sûr. Rome a perdu. La bataille est perdue. La guerre est perdue. La monstrueuse machine d'Alexandre broie les légions comme du grain au moulin, et rien au monde ne peut l'arrêter. Les lignes romaines commencèrent à refluer. D'abord lentement, en ripostant, puis de plus en plus vite. Ce n'était pas encore une fuite panique, mais c'était déjà une retraite. Ils reculaient vers le mont Holocrus, laissant derrière eux une traînée de cadavres. Les cohortes se mélangèrent, les ordres se noyèrent dans le bruit, les enseignes tombèrent dans la poussière. Cela ressemblait à un triomphe. Les commandants macédoniens criaient de joie. Persée devait déjà essayer la couronne de laurier du vainqueur de Rome. La phalange, sentant le goût du sang et voyant le dos des ennemis, accéléra le pas. Ils pressaient, pressaient et pressaient encore, ivres de leur propre invulnérabilité. Ils avançaient comme des dieux de la guerre, ne remarquant rien autour d'eux, à part l'adversaire en fuite. Et c'est là, dans cette ivresse de la force, dans cet assaut furieux, que se cachait le germe de leur perte. Ils allaient trop vite. Ils avaient trop cru que le champ de bataille leur appartenait. La phalange est une bête qui n'est forte que lorsqu'elle est calme et lente. Mais quand cette bête se lance à la poursuite, quand elle commence à courir en oubliant la prudence, elle expose son ventre mou. Regardez le sol sous leurs pieds. La plaine se termine. Les contreforts commencent. Le sol devient inégal. Des bosses, des lits de ruisseaux asséchés, des buissons, des pierres. Le parquet idéal pour la danse de la mort se termine. Le parcours d'obstacles commence. Mais les Macédoniens ne le voient pas. Leur regard est embrumé par la rage et l'anticipation de la victoire. Ils poussent les Romains vers le haut de la pente, droit dans le piège que leur a tendu non la ruse d'un général, mais la nature elle-même. Le mur de lance, qui semblait monolithique il y a une minute à peine, est sur le point de se heurter à un ennemi qu'on ne peut transpercer d'une sarisse, la géographie. Regardez le sol sous les pieds de ces soldats, non comme un fond pour une bataille épique, mais comme un acteur principal des événements, comme un traître qui attendait son heure. La plaine au pied de l'Olympe est trompeuse. D'en haut, elle ressemble à une nappe lisse, une table idéale pour un festin sanglant. Mais il suffit de faire un pas de côté, vers les contreforts où les Romains reculaient, et le paysage change. Le sol devient grossier, ébréché, sillonné de cicatrices de ruisseaux secs et de monticules. Ce sont des détails pour un voyageur solitaire, mais pour la phalange, c'est un arrêt de mort. Les Macédoniens commirent l'erreur principale du vainqueur. Ils crurent que l'ennemi fuyait et se lancèrent à sa poursuite en oubliant la discipline. Ils brisèrent le rythme sacré. Tant qu'ils restaient sur place ou avançaient lentement, ils étaient un monolithe invulnérable, un organisme unique. Mais quand cette bête de 16 000 têtes essaya de courir sur une pente inégale, son échine commença à craquer. Imaginez une longue règle rigide. Si vous la posez sur une table plate, elle repose parfaitement. Mais essayez de la traîner sur un tas de pierres. Elle commencera à vibrer, se courber, sauter. La même chose se produisit avec le front de l'armée macédonienne. Le centre, emporté par la poursuite, se détacha vers l'avant. Les flancs, coincés dans les broussailles ou sur une pente plus raide, prirent du retard. La ligne qui devait être droite comme une corde se courba et ondula. La grande géométrie de Philippe et Alexandre se heurta au chaos de la nature. La sarisse est une arme collective. Elle ne fonctionne que si votre voisin de droite et votre voisin de gauche sont épaule contre épaule avec vous.
quand leur bouclier couvre votre flanc. Mais voilà qu'un phalangite trébuche sur une pierre. Un autre est forcé de contourner une ornière. Un troisième ralentit le pas en montant une butte. Et le terrible se produit. La formation commence à respirer. Dans le mur continu de boucliers de bronze apparaissent des fissures microscopiques. D'abord, ce sont juste des fentes, larges comme la main. Mais la phalange continue d'avancer et les fentes se transforment en déchirures. 1 mètre, 2 mètres. Là où il y a 1 minute, il y avait une écaille continue, des trous béants apparaissent. La chair vive de la phalange se dénude. Les soldats à l'intérieur de la formation commencent à paniquer. Ils sont entraînés à sentir le coude du camarade, mais le coude n'est pas là. Il n'y a que le vide et la poussière. Ils essaient de resserrer les rangs, mais les longues lances gênent la manœuvre. Les hampes de 6 mètres s'entrechoquent, s'en mêlent, s'accrochent aux buissons. La coordination s'effondre. Au lieu du fracas unique de milliers de bottes, on entend maintenant une cacophonie de pas. Le rythme est perdu. Et la perte du rythme pour une phalange, c'est la mort. C'est comme un défaut dans le fonctionnement d'un mécanisme d'horlogerie complexe. Un engrenage se bloque et tout le système part au diable. Ceux qui se sont élancés en avant se retrouvent coupés de tout soutien. Ceux qui ont traîné exposent les flancs de leurs camarades. Paul-Émile, qui 1 minute plus tôt déchirait ses vêtements dans une crise de désespoir, se fige soudain. Ses yeux, habitués à scanner le champ de bataille, remarquent le changement. Il ne voit pas la brillante victoire des Macédoniens, mais leur erreur fatale. Il voit comment la ligne idéale se transforme en un chiffon déchiré. C'est le moment de vérité. Le moment où l'expérience bat la jeunesse. Persée, aveuglé par l'excitation, voit le dos des Romains en fuite et pense que c'est la dernière ligne droite. Paul-Émile voit les brèches dans la formation et comprend que c'est le coup de pistolet du départ. La phalange n'est forte que par son intégrité. C'est sa malédiction. Elle ne sait pas être flexible. Elle ne sait pas se redéployer en marche. Dès que le monolithe se désagrège en morceaux séparés, la magie disparaît. Devant vous, il n'y a plus de dragon invincible. Devant vous, juste une foule d'hommes avec des bâtons inconfortables et trop longs qui les empêchent de bouger. Ils s'essoufflent en montant la côte. La sueur inonde leurs yeux. Les armures qui donnaient un sentiment de sécurité dans la formation semblent maintenant des cercueils de plomb. Sentez-vous ce changement dans l'air ? L'odeur de la victoire a été remplacée par l'odeur de la catastrophe. Mais les Macédoniens ne l'ont pas encore compris. Ils courent par inertie vers l'avant, droit dans la gueule du piège. Ils pensent chasser une proie, mais en réalité, ils entrent d'eux-mêmes dans la gueule du lion. La nature a joué un mauvais tour aux ingénieurs de la guerre. Elle a prouvé qu'il n'existe pas de système parfait. Tout système incapable de s'adapter est condamné à se briser sur le premier ravin venu. Les Romains, reculant vers les hauteurs, le sentent aussi. La pression faiblit. Le mur de lance n'avance plus comme une presse continue. Des trouées sont apparues, à travers lesquelles on voit le ciel. Et dans les yeux des légionnaires, tout à l'heure plein de terreur, s'allume un nouveau feu. Le feu des prédateurs qui ont vu une plaie sur le corps de la victime. La retraite ralentit. Les centurions cessent de reculer et commencent à regarder autour d'eux. Les mains serrent plus fort les poignets des épées. La pente fatale a fait son œuvre. Elle a divisé un tout unique en une multitude de parties vulnérables. Elle a transformé l'armée en un ensemble de cibles. Un empire séculaire, bâti sur l'ordre, a trébuché sur une banale butte. Et pendant que les Macédoniens essaient de rétablir la formation, en jurant et en se bousculant, le temps s'écoule pour eux. Les secondes qu'ils dépensent pour aligner la ligne
deviendront les dernières secondes de leur grandeur. Car les Romains n'attendront pas. Ils ne donneront pas à l'ennemi la chance de corriger l'erreur. Ils savent quoi faire avec les fissures. Ils s'y infiltrent. Le silence avant la nouvelle explosion de violence devient insupportable. C'est le son d'une corde d'arc tendue qui est sur le point de rompre. La phalange s'est figée dans une demi-position. Plus un monolithe, mais pas encore un cadavre. Elle est vulnérable, perdue, et étirée sur une pente inégale. Et à ce moment, regardant les brèches béantes dans la formation ennemie, Paul-Émile donne l'ordre qui va tout changer. Un ordre qui va à l'encontre de toutes les règles de la tactique linéaire, mais qui est le seul correct dans ce chaos. Il lâche les chiens de guerre. Et ces chiens sont affamés. Ce qui se produisit dans les minutes suivantes changera à jamais la théorie militaire. Paul-Émile, ce vieux renard, vit ce qui aurait échappé aux yeux d'un commandant moins expérimenté. Il vit que le mur n'était plus un mur. Il était devenu une passoire. Et il donne un ordre qui, pour un stratège grec classique, aurait sonné comme de la folie. Rompez la formation. Au lieu d'essayer de rétablir une ligne unique et d'affronter le choc poitrine contre poitrine, il ordonne à ses manipules de s'éparpiller. Il n'y a plus de front uni. La légion se désagrège en des dizaines de petits détachements autonomes, centuris et demi-manipules. Des centaines de petites meutes méchantes. L'ordre est simple et terrible. Ne pas tenir la défense. Attaquer. Mais ne pas attaquer la phalange de front, plongée dans ces mêmes brèches créées par la nature. C'était comme si l'eau rompait une digue. Les légionnaires, qui reculaient à l'instant, firent soudain volte-face et se jetèrent en avant. Mais ils ne se jetèrent pas sur les lances. Ils s'infiltrèrent entre elles. Ils s'engouffrèrent dans chaque fente, dans chaque espace entre les boucliers, dans chaque trou formé par un buisson ou un fossé. Imaginez que vous êtes un phalangite macédonien. Votre nom est, disons, Cléon. Toute votre vie, on vous a appris une chose. Tenir la sarisse à deux mains, appuyer votre épaule contre celle du camarade et regarder devant. Votre force est dans la distance. L'ennemi doit être là-bas, à 5 mètres, au bout de votre lance. Et soudain, ce monde s'effondre. Le Romain n'est pas là-bas. Il est ici. Il s'est glissé sous les pics. Il se tient à 50 cm de vous. À cet instant, vous comprenez que vous êtes mort. Votre sarisse de 6 mètres, arme redoutable de la victoire, se transforme instantanément en un fardeau inutile et lourd. Vous ne pouvez pas la tourner. Vous ne pouvez pas frapper avec elle un ennemi qui se tient tout contre vous. La jeter. Mais vous êtes en formation serrée. Vos camarades sont tout autour. Les hampes sont enchevêtrées. Vous êtes coincé dans le piège de votre propre invention. Vous essayez de sortir le court poignard pendu à votre ceinture, mais le Romain est plus rapide. Le Romain ne joue pas à la noblesse. Il a un glaive en main. Une épée espagnole. Un outil créé non pour l'escrime, mais pour l'éventration. Et il tient un grand bouclier, le scutum, avec lequel il vous frappe au visage, vous coupant le souffle, vous brisant le nez. Et juste après, vient le coup court et économe de l'épée, de bas en haut, sous l'armure, dans l'aine ou dans la gorge. À l'intérieur de la formation de la phalange, la boucherie a commencé. Ce n'était plus une bataille. C'était une élimination industrielle de la force vive. Dès que les légionnaires se retrouvèrent à l'intérieur du hérisson, les Macédoniens perdirent tous leurs avantages. Leur nombre devint leur malédiction. Ils se gênaient les uns les autres. Ils s'écrasaient les uns les autres. Les rangs arrière, ne comprenant pas ce qui se passait devant, continuaient de pousser, empalant littéralement leurs propres camarades sur les épées romaines. Craquements, cris, chutes. Au suivant! Les Romains travaillaient par paires et par trio. C'était un travail d'équipe virtuose, dans des conditions de chaos absolu. Pendant qu'un légionnaire recevait le coup de poignard sur son bouclier,
Le second portait les stockades mortelles. Il se déplaçait à l'intérieur de la formation macédonienne comme un virus dévorant l'organisme de l'intérieur. De l'extérieur, la phalange avait encore l'air menaçante, mais à l'intérieur, le travail des bouchers battait déjà son plein. Les historiens grecs décrivaient avec horreur les blessures infligées par les glaives. Des membres arrachés, des coups tranchés, des corps transformés en lambeaux. C'était un choc pour des gens habitués aux blessures nettes et perforantes des lances. Les Romains apportèrent sur le champ de bataille une nouvelle esthétique, l'esthétique de la destruction totale du corps humain. Paul-Émile regardait cela et comprenait. Tout est fini. La grande bête qui terrorisait l'Asie et l'Europe mourait. Elle ne rugissait pas, elle râlait. La phalange, privée de sa géométrie, s'était transformée en une foule de gens terrifiés que des tueurs professionnels éliminaient méthodiquement. Initiative. Voilà le mot qui décida de l'issue de la journée. Pendant que les officiers macédoniens attendaient les ordres d'en haut, les centurions romains prenaient les décisions eux-mêmes. Ils voyaient la vulnérabilité et frappaient dedans, sans attendre le signal du consul. La souplesse a vaincu la rigidité. L'adaptabilité a vaincu la tradition. Les légionnaires ont transformé un désavantage, l'absence de longues lances, en leur principal atout. Dans l'étroitesse du combat rapproché, l'épée courte est reine. Et la longue pique est juste un bâton qui vous empêche de vivre. Et les Romains l'ont prouvé 30 000 fois en 1 heure. Les Macédoniens commencèrent à jeter leurs armes. Ceux qui se tenaient dans les rangs arrière et voyaient les premiers se transformer en bouillies sanglantes ne voulaient pas attendre leur tour. La panique commença. La pire chose qui puisse arriver à une armée. La formation s'effondra définitivement. Les gens s'enfuirent. Mais où fuir si derrière, il y a les montagnes, et devant et sur les côtés, les loups romains qui ont senti l'odeur de la faim. Le sol sous les pieds est devenu glissant et traître à cause du liquide versé. Les gens tombaient et on ne les relevait plus. Ils étaient piétinés par les leurs. L'invincible phalange cessa d'exister en tant qu'unité militaire. Elle devint simplement une biomasse attendant l'abattage. Ainsi mourait une époque, non pas sur une musique solennelle, mais sous les râles des mourants et les jurons grossiers des soldats romains fatigués de manier l'épée. Ce jour-là, dans cette poussière et cette étroitesse, les légionnaires ne tuaient pas simplement des ennemis. Ils tuaient l'idée même que la guerre est une belle mathématique. Ils prouvèrent au monde entier une vérité simple et terrible. Aucun schéma, même le plus parfait, ne résiste si un seul homme prêt à enfreindre les règles et à trancher des gorges à bout de bras pénètre à l'intérieur. Lorsque le soleil commença à descendre derrière les sommets de l'Olympe, projetant de longues ombres noires sur la vallée, tout était fini. La bataille attendue depuis des années tint en 1 heure. Il ne fallut qu'une seule heure aux légions romaines pour transformer la fierté du monde antique, une phalange de 20 000 hommes, en un tas de chair brisée. Regardez ce champ. Ce n'est plus un lieu de bataille, c'est un charnier. La terre ici s'est tellement imprégnée de sang que, comme l'écrivaient les chroniqueurs, les habitants locaux ne purent utiliser l'eau de la rivière Leucos pendant 2 ans encore. Elle restait rouge de vases et de restes humains. 25 000 Macédoniens restèrent couchés là pour toujours. 25 000 fils, pères et maris. L'élite de la nation. La fleur d'une génération. Ils n'ont pas reculé. Ils sont morts là où ils se tenaient, essayant d'exécuter un ordre qui avait perdu son sens avant même d'être donné. Et où est celui qui a donné cet ordre? Où est le roi Persée, héritier d'Alexandre, l'homme qui jurait de défendre les Lades? Oh, il a agi de manière très pragmatique. Dès que les glaives romains ont commencé leur moisson sanglante dans les premiers rangs, le roi a fait faire demi-tour à son cheval. Il n'est pas mort avec ses soldats.
Il n'a pas mené une dernière attaque suicidaire pour entrer dans l'histoire en héros. Il s'est enfui. Il a abandonné son armée, abandonné son peuple, abandonné son royaume. On dit que pendant sa fuite, il a arraché son manteau pourpre et caché son diadème pour ne pas être reconnu. Il ne sauvait pas son honneur, il sauvait sa peau et ses trésors. Plus tard, quand les Romains l'attraperont et le traîneront enchaîné dans les rues de Rome lors du triomphe, il implorera la pitié. Mais Paul-Émile, regardant le roi humilié, lui lancera l'une des phrases les plus cruelles et les plus justes de l'histoire. C'est ce dont tu aurais dû convenir avec toi-même bien plus tôt. Avec la fuite de Persée, ce n'est pas seulement une dynastie qui s'est effondrée, c'est une époque qui s'est effondrée. La bataille de Pydna devint la date officielle de la mort de l'hellénisme. Ce monde magnifique, complexe, raffiné, qui nous a offert la grande science, l'art et la philosophie. Ce monde était beau comme un vase en cristal, et il s'est avéré tout aussi fragile lorsqu'on l'a frappé d'une botte de fer romaine. La Macédoine fut démembrée. Les Romains n'ont pas simplement vaincu, ils ont détruit la possibilité même d'une revanche. Ils ont divisé le pays en 4 districts isolés, interdisant aux habitants même de commercer entre eux et de contracter des mariages entre districts. Ils ont emporté en Italie tout ce qui avait de la valeur, statues, or, livres, hommes. La bibliothèque des rois de Macédoine a déménagé dans le manoir de Paul-Émile. Des milliers des meilleurs esprits de Grèce, y compris l'historien Polybe, sont partis à Rome comme otages. La grande culture est devenue un trophée, la servante du vainqueur. Mais le résultat principal de Pydna n'est pas le changement de frontière, c'est le changement de paradigme. En cette journée étouffante de juin, l'histoire a rendu son verdict dans le conflit de 2 systèmes. La structure rigide a perdu face à l'adaptabilité souple. Le collectivisme de la fourmilière a perdu face à l'initiative de la meute de loups. La phalange était une machine idéale pour un monde idéal, un monde de champs plats et de règles de gentlemen. La légion était un instrument pour le monde réel, sale, imprévisible et cruel. Les Macédoniens croyaient que s'ils faisaient tout correctement, s'ils respectaient la géométrie de la formation, ils gagneraient. Les Romains savaient qu'il n'y a pas de règles, il n'y a qu'un but, détruire l'ennemi, et tous les moyens sont bons. Le légionnaire à l'épée courte, plongeant sous la longue pique, a prouvé qu'un seul esprit vif, capable de prendre des décisions ici et maintenant, est plus fort que 1000 biorobots exécutant un programme obsolète. C'était une leçon de darwinisme, écrite avec du sang sur les pierres de Grèce. Ce n'est pas le plus fort qui survit, ce n'est pas le plus intelligent, c'est celui qui sait changer qui survit. Celui qui transforme ses défauts en avantages. Celui qui voit dans le chaos non une menace, mais une opportunité. Après Pydna, Rome n'avait plus de rivaux. La mer Méditerranée devint Mare Nostrum, notre mer. Carthage était brisée, la Macédoine détruite, la Syrie intimidée. Une ère d'hégémonie totale commença, telle que le monde n'en avait jamais vu. La République romaine, cette meute prédatrice, se rassasia et commença à se transformer en empire. Les routes, le droit, l'architecture, l'organisation de l'État, les fondations de toute la civilisation occidentale furent posées à ce moment-là, par le droit du plus fort. Nous, les hommes modernes, sommes les enfants de ce triomphe. Nous vivons dans un monde construit selon les plans romains. Nous valorisons l'efficacité, le pragmatisme et le résultat. Nous sommes les héritiers des loups, et non les héritiers des philosophes. Mais debout, au-dessus du cadavre de la Macédoine antique, regardant les ruines d'une grande culture, écrasée par une impitoyable machine d'efficacité,
Je veux vous poser une question. Non pas en tant qu'historien, mais en tant qu'homme. Rome a vaincu parce qu'elle était plus parfaite dans l'art de tuer. Elle nous a apporté la loi et l'ordre, mais elle les a construits sur les os de ceux qui rêvaient et créaient la beauté. Nous admirons la Légion romaine, ce hachoir impeccable. Nous apprenons d'eux le management et la stratégie. Mais, la main sur le cœur, dites-moi, si vous pouviez choisir dans quel monde vivre, dans un monde de géométrie stricte et de hauts idéaux, fussent-ils naïfs, ou dans un monde de pragmatisme absolu et cynique, où la victoire justifie tout, quel monde choisiriez-vous? Et ne vous semble-t-il pas qu'en regardant dans le miroir de notre civilisation moderne, nous n'y voyons pas le noble profil d'Alexandre, mais le regard froid et calculateur de Paul-Émile, qui sait exactement où planter le couteau pour faire le plus mal. Les empires ne se construisent pas sur des collines. Les empires se construisent sur les colonnes vertébrales brisées des rêveurs. Et la bataille de Pydna est un rappel éternel du prix réel du succès.